Mesdames et messieurs, le progrès du continent en matière d'infrastructures, ces progrès sont réels, mais les défis le sont tout autant. En Afrique, les infrastructures restent encore sous-financées en volume et mal financées en termes de taux d'intérêt et de délai de remboursement. Selon le dernier rapport annuel du Consortium pour les infrastructures en Afrique, rapport publié au mois de décembre dernier, le financement des infrastructures en Afrique s'élève à 81 milliards de dollars en 2020. Il s'élevait en 2020 à 81 milliards contre 100 milliards de dollars en 2018. Il y a eu un recul que nous pouvons comprendre avec la Covid. Et je rappelle que ce consortium pour les infrastructures en Afrique a été mis en place en 2005 à Glen Eagles lors du sommet du G8, d'alors devenu depuis G7, et il rassemble autour de la Banque africaine de développement les principaux partenaires bilatéraux et les banques de développement actives sur le continent. Il est vrai que, comme je l'ai rappelé, l'impact de la pandémie a freiné nos efforts sur les infrastructures, avec naturellement le ralentissement de l'activité économique et surtout la réorientation des dépenses publiques vers des urgences sanitaires et sociales. Mais même sans ces difficultés conjoncturelles, l'Afrique a toujours payé très cher ses projets à cause des taux d'intérêt élevés. Je crois que là, il nous faut engager une sérieuse discussion avec nos partenaires. En outre, pour des financements aussi lourds et des infrastructures de longue durée de vie, comme le chemin de fer, nos pays sont souvent tenus de rembourser leurs dettes dans des délais très courts. C'est là le paradoxe, à quelques exceptions près. Il faut reconnaître quand même qu'il y a encore des financements concessionnels, pas très importants en volume comparé aux besoins, mais il s'agit tout de même de saluer et de reconnaître les efforts des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent l'Afrique sur le financement des infrastructures lourdes. En même temps, la problématique du financement restera entière tant que perdurent les règles et pratiques de la gouvernance économique et financière mondiale actuelle qui entravent l'accès des pays africains à des ressources conséquentes et à des conditions soutenables. Je pense entre autres aux notations abusives de certaines agences d'évaluation et surtout à la perception du risque d'investissement en Afrique, risque toujours plus élevé, on le sait, que le risque réel. Et nous payons très cher ces assurances. Pour prendre un exemple simple dans les financements à l'export, les fameux Exim Bank, si les taux apparaissent faibles autour de 2,5%, parfois 3%, il faudra rajouter les 10-12% de taux d'assurance. Donc c'est ça la réalité au quotidien que les pays subissent. Et il est extrêmement difficile dans ces conditions d'assurer le financement d'une infrastructure durable. Alors tout au long de mon mandat à la tête de l'Union africaine, j'ai constamment posé le débat, notamment à l'OCDE, au G7, au G20 et aux Nations Unies, sur les conditions de financement de nos économies, en particulier pour ce qui concerne les infrastructures. Il me semble donc important, à cette occasion du Dakar 2 sur le financement des infrastructures, que nous puissions continuer à porter le plaidoyer, et je compte sur le président Kagame, sur le président de la Commission et sur tous les leaders africains, à porter ce plaidoyer dans le cadre de nos échanges sur la réforme de l'architecture financière mondiale.
Mais nous devons également relever les défis de la planification et de l'ingénierie technique et financière des projets pour les rendre bancables. Ainsi, 61% des 69 projets qui ont été cités dans le film tout à l'heure, qui constituaient le second plan d'action prioritaire du PIDA, donc 61% n'ont pas encore fait l'objet d'études de faisabilité pour être susceptibles d'attirer des investisseurs privés. Il y a donc lieu de créer une synergie entre les banques multilatérales de développement, les partenaires techniques et financiers et le fonds de préparation des projets de ODA-NEPAD pour améliorer les études de faisabilité des projets prioritaires. J'espère que la présentation de 20 projets sélectionnés dans le cadre des boardroom sessions qui vont venir après cette cérémonie pourra servir de cas d'école pour aider à lever les obstacles sur ces différentes étapes. En même temps, nous gagnerions à apprendre les uns des autres en échangeant davantage sur nos expériences respectives en matière de préparation et d'exécution, mais aussi d'exploitation des projets. C'est comme ce projet du TR qu'on vient de voir, dont je vois une polémique surprenante, un projet entièrement financé par l'État du Sénégal, en pleine propriété, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale, la sécurité des passagers de ce train, qu'on revienne toujours sur des polémiques sans lendemain, et ça aussi, quelque part, c'est ce qui freine l'Afrique. L'autoflagellation permanente. Pendant qu'on travaille pour le développement de notre continent, vous trouverez toujours des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de peindre en noir ou en bleu ou en je ne sais quelle autre couleur les efforts qui doivent être la fierté de notre continent. Et moi, je suis convaincu que l'Afrique ne doit rien envier à personne. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire de notre continent le plus beau continent du monde. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais faudrait-il que notre élite, et c'est là où le bas blesse en Afrique, soit engagée dans le progrès du continent et non pas servir de caisse de résonance à des puissances perdues ou à des gens pour qui l'Afrique ne fera rien de bon. Et je pense que nous sommes là justement pour prouver le contraire. Et prouver le contraire, c'est de continuer la marche en avant de notre continent.